Bonjour à tous et bienvenue dans notre séquence de cours sur le Deep Learning. Avant de parler de Deep Learning, je voudrais faire d'abord une introduction sur le Machine Learning. Le Deep Learning, comme vous le savez sans doute, c'est une branche du Machine Learning. Le Deep Learning, en fait, c'est la branche du Machine Learning qui traite de réseaux de neurones profonds. Donc c'est important pour pouvoir apprendre le Deep Learning d'avoir quelques notions sur ce que c'est que le Machine Learning et d'en connaître les bases. Donc pour commencer, il y a différentes catégories d'algorithmes de machine learning. Il y a les algorithmes de classification et de régression et on a également des méthodes d'apprentissage supervisé et d'apprentissage non supervisé. Alors on va voir un petit peu ce que sont ces différentes catégories. Tout d'abord, classification et régression. Donc la régression, ça consiste à prédire une variable quantitative. Par exemple, prédire le prix d'une maison par rapport à son nombre de pièces, par rapport à sa taille, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de régression. On a également des algorithmes de classification, donc c'est une autre catégorie d'algorithmes de machine learning. La classification, ça consiste à prédire une classe, donc une catégorie qui est qualitative, qui est discrète. Par exemple, prédire si des patients sont sains ou s'ils sont malades. Ou bien prédire si une image est un chien ou un chat. Alors, juste pour la petite histoire, hein, le terme régression, vous vous demandez peut-être d'où ça vient. Donc c'est historique, hein, c'est que la personne qui a inventé ce terme travaillait sur la taille des enfants ou des descendants des personnes de grande taille et il a constaté que cette taille régressait pour revenir vers la moyenne de la taille des individus. Et donc on a appelé ça un algorithme de régression. Maintenant venons-en à l'apprentissage supervisé et non supervisé. Alors, l'apprentissage supervisé, ça consiste à prendre un jeu d'entraînement avec des prédicteurs qu'on va appeler X et une variable à prédire, ou des variables à prédire qu'on va appeler Y. Donc, on va donner à la machine les prédicteurs et la variable à prédire et on va lui dire d'apprendre à partir des prédicteurs à retrouver la variable à prédire. Donc par exemple, pour reprendre notre exemple de prix des maisons, si on veut faire de l'apprentissage supervisé, on va donner à la machine une base de données avec des maisons pour lesquelles on va lui donner le nombre de pièces et la taille des pièces, et on va également lui donner le prix de vente. Et la machine va essayer de découvrir les relations qu'il y a entre les prédicteurs et la variable à prédire, donc entre le nombre de pièces et la taille de la maison, d'une part, et le prix de vente, d'autre part. En apprentissage non supervisé, c'est un petit peu différent puisque on ne va pas donner la variable à prédire, on va juste donner un jeu d'entraînement X. Donc l'application principale, c'est le clustering. Donc c'est le regroupement. Donc le clustering, c'est le regroupement des éléments d'un jeu de données en catégories homogènes, ou en tout cas en catégories qui partagent un certain nombre de propriétés. Par exemple, en météorologie, on pourrait faire du clustering pour classer des situations météo en groupes homogènes, sans vraiment savoir quel groupe a priori, mais on va chercher à demander à l'algorithme de classer par exemple les situations météo en deux grandes catégories et peut-être qu'on verra que d'un côté on aura les situations de beau temps et d'un autre côté les situations où le temps est perturbé. Alors, parlons maintenant d'une première méthode de machine learning, probablement l'algorithme le plus simple de machine learning, qui est la régression linéaire. Alors, la régression linéaire, bon, la plupart d'entre vous l'ont sans doute déjà vu, mais on va rappeler ce que c'est. Hein. Donc, on va reprendre notre exemple qui est de prévoir le prix de vente des maisons en fonction de leur taille. Et la régression linéaire est une méthode d'apprentissage supervisé. On a un jeu d'entraînement, X, Y, donc X c'est la taille des maisons et Y le prix, et on va essayer de trouver une relation entre ces deux variables. Alors dans le cadre de la régression linéaire, la relation qu'on va chercher, c'est une droite. Donc en pratique, on va chercher la droite qui va se rapprocher le plus possible du nuage de points. La question c'est comment on va définir la meilleure droite.
Alors, pour définir ce que c'est que la meilleure droite, on va définir ce qu'on appelle une fonction de coût. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Retenez bien la fonction de coût. Et la fonction de coût va nous permettre de définir ce qu'est la meilleure droite, puisque la meilleure droite, c'est celle qui va minimiser la fonction de coût. Donc celle qui va nous amener au coût le plus faible possible. Donc reprenons notre exemple, avec x et y, un échantillon du jeu d'entraînement. X, c'est la taille de la maison, et y, c'est le prix de la maison. Notons h de x, notre prédiction. Donc h de x va s'écrire sous la forme w0 fois x plus w1. Donc c'est la fonction d'une droite, une fonction affine. Et une fonction de coût possible, ce serait la fonction que vous voyez ici à l'écran. Et cette fonction, en fait, c'est l'écart quadratique moyen entre les prédictions et la vérité terrain. Donc, en fait, on prend la prédiction pour chaque échantillon, h de x, on lui retire la vérité terrain y, et on en prend le carré, on fait la somme, et on divise par 1 sur m, et en fait, c'est plus précisément la moitié de l'écart quadratique moyen. Alors pourquoi la moitié? En fait, c'est simplement parce que quand on va dériver, le carré ici et le 1/2 vont s'annuler, donc c'est plus pratique. Comment on trouve le minimum de la fonction de coût? Alors, on va utiliser une méthode qui s'appelle la descente de gradient. Et cette méthode, en fait, revient simplement à dévaler la pente, à descendre le long de la ligne de plus grande pente vers le point le plus bas. Donc, si on regarde sur une courbe, qu'est-ce que ça veut dire? Si on se place au point qui est à l'écran, donc ici, on va calculer la dérivée de la courbe. Donc c'est ce qu'on va appeler le gradient. Donc en dimension 2, c'est une dérivée, mais quand on est en dimension plus élevée, c'est un gradient. Et on va descendre le long de l'opposé du gradient. C'est-à-dire qu'ici, la dérivée est positive. Si on suit la dérivée, ça nous amènera à monter. On va prendre une direction opposée et on va descendre le long de la courbe en suivant les gradients. Et on va essayer donc d'atteindre le point bas qui se trouve ici. Nous allons maintenant appliquer la méthode de la descente de gradient à la régression linéaire. Alors, pour rappeler un petit peu ce qu'on veut faire, on a notre fonction j qui est notre fonction de coût pour la régression linéaire, et cette fonction j, on va chercher à la minimiser. Et par rapport à quoi on va la minimiser? En fait, on va faire varier w0 et w1, on va chercher w0 et w1 qui nous permettent de minimiser cette fonction de coût j. Donc on va chercher la fonction h, en fait, donc la droite, qui va permettre d'associer le mieux possible nos x et nos y dans le jeu de données. Donc pour faire ça, on va calculer le gradient de cette fonction h, et donc on va prendre les dérivées partielles par rapport à w0 et par rapport à w1. Au niveau des maths, si vous avez envie de vérifier les formules, vous pouvez. Ne vous inquiétez pas si ça vous échappe un peu. De toute façon, c'est à peu près le seul endroit du cours où on va faire des maths. Donc une fois qu'on a calculé ces gradients, on va s'en servir pour dévaler la pente, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour faire ça, on va faire des petits pas en suivant l'opposé du gradient. Et donc on va appliquer ces deux formules-là. Donc on va partir d'un W0 et d'un W1 aléatoires. Et à partir de là, on va faire des petits pas dans la direction opposée au gradient, de sorte à se rendre vers le minimum de la fonction. Vous voyez ici qu'on a un coefficient alpha. Ce coefficient alpha, c'est très important puisque c'est ce qu'on va appeler le coefficient d'apprentissage. C'est lui qui va déterminer quelle est la taille des pas. Voilà, donc si alpha est petit, on va faire des tout petits pas. Si alpha est grand, on va faire des plus grands pas. Bon, je vais vous montrer maintenant une convergence en images. Donc là, vous voyez que la droite vient s'aligner sur le nuage de points progressivement et donc vient converger vers le minimum de la fonction de coût. Alors, une notion qui est très importante également, c'est l'influence du learning rate. Qu'est-ce qui se passe si on a un learning rate qui est trop élevé? Donc ici, par exemple, normalement, on devrait dévaler la pente dans cette direction, donc descendre vers le bas. En partant de ce point-là, on devrait aller vers le minimum.
Sauf que si on fait des petits pas, tout va bien, mais si on fait un trop grand pas, en fait, plutôt que de descendre vers le minimum, on va rebondir de l'autre côté de la courbe et on risque de diverger. Si on a un learning rate qui est petit, eh ben on va faire des pas qui sont petits. Donc ce qui va se passer, c'est que si le learning rate est trop petit, on va mettre très longtemps à converger. Maintenant, on va se poser la question de savoir ce qui se passe si le jeu de données est très gros. Donc je vous rappelle les calculs des gradients pour la régression linéaire. Donc là, c'est les formules qu'on a vues tout à l'heure, hein. Mais vous voyez bien que si m est très grand, donc si on a un très grand nombre d'échantillons, et si x est de dimension très élevée, alors calculer cette somme devient très long, voire complètement interminable. Par exemple, si on a 1 million d'images, donc x en fait c'est pas simplement la taille des maisons, si ce sont des images en 1024 par 1024 et qu'on en a 1 million, et ben ça devient assez long de calculer la somme. Donc c'est un problème parce que comme notre algorithme de machine learning va converger par petits pas, si chaque petit pas prend un temps très élevé, la convergence va devenir interminable. Alors comment on va faire pour pallier à ce problème ? Une méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode de la descente de gradient stochastique. Alors comment ça fonctionne ? Donc dans la descente de gradient qu'on appelle la full batch gradient descent, donc la méthode de gradient où on utilise l'ensemble des données, donc pour i allant de 1 à m, dans cette étape, on va prendre l'ensemble des échantillons d'un coup. Donc on va faire une somme sur l'ensemble des échantillons. Et bien dans la descente de gradient stochastique, au lieu de prendre l'ensemble des échantillons d'un coup, on va itérer sur les échantillons un par un. Donc on va faire une sorte de micro-pas de descente de gradient, échantillon par échantillon. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Quand on fait une full batch gradient descent, donc la descente de gradient dans laquelle on prend tous les éléments dans une somme d'un coup, à chaque fois on est sûr d'aller vraiment dans le sens de la plus grande pente. Quand on fait une descente de gradient stochastique, eh bien en fait on ne va pas directement dans le sens de la plus grande pente. Chaque élément peut aller dans le sens qu'il veut, mais en moyenne les éléments nous amènent dans le sens de la plus grande pente. Donc c'est un petit peu plus long, on fait des petits détours, hein, comme vous le voyez ici, mais c'est beaucoup plus pratique au niveau du calcul. On peut faire des pas qui sont très rapides, alors que ici, on peut mettre un temps très très élevé, voire ça peut être complètement incalculable. Voici une démonstration en images. Vous pouvez voir sur cette vidéo comment fonctionne une descente de gradient stochastique. Alors maintenant, je vais vous parler de la mini batch gradient descent. Donc c'est une méthode hybride entre la full batch gradient descent et la stochastic gradient descent. Donc dans la full batch gradient descent, comme on l'a vu, on calcule le gradient sur l'ensemble du jeu de données. Donc l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup trop long sur un gros jeu de données. Dans la stochastic gradient descent, on estime le gradient échantillon par échantillon. Alors l'inconvénient pour le coup, c'est que ça peut être lent puisque la convergence est chaotique, vraiment très chaotique, hein. Chaque pas peut aller dans le bon sens ou dans le sens opposé. Et c'est la moyenne des pas qui nous amène dans la bonne direction. Le compromis, c'est la mini batch gradient descent. Donc dans la mini batch gradient descent, on estime le gradient sur k échantillons à la fois, par exemple 32 échantillons. Donc on ne le fait pas échantillon par échantillon, on en prend 32 d'un coup par exemple, et ça permet d'avoir un bon compromis entre la full batch gradient descent qui est impraticable et la stochastic gradient descent qui est trop lente. Donc c'est la méthode en fait qu'on utilise en pratique. Une autre notion qui est vraiment importante en machine learning, c'est la notion d'époque. Donc dans la stochastic gradient descent, on estime le gradient échantillon par échantillon ou par mini-batch de quelques échantillons. Et quand on a fait une passe complète sur le jeu de données, on appelle ça une époque. Donc une fois qu'on a passé en revue toutes les données, une première fois, ça sera la première époque. Une fois qu'on a passé toutes les données en revue une deuxième fois, ça sera une deuxième époque.
Donc le nombre d'époques, c'est le nombre de passes effectuées sur le jeu d'entraînement lors de l'apprentissage. Parlons maintenant des hyperparamètres. La question qu'on va se poser, c'est comment on peut régler un modèle de machine learning. Qu'est-ce qu'on peut modifier dans un modèle de machine learning? Alors la première chose qu'on peut modifier, c'est le type et la complexité du modèle. Par exemple, la régression linéaire, c'est un modèle simple, mais on peut le complexifier. On peut prendre un polynôme de degré n, on peut prendre un random forest, des réseaux de neurones. Voilà, il y a plein d'autres modèles plus complexes qu'on pourrait utiliser. On peut aussi modifier des paramètres spécifiques du modèle. Par exemple, dans un réseau de neurones, on peut modifier le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, etc. On peut modifier le learning rate. On peut modifier la taille des mini-batchs. Donc la question, c'est comment on va choisir ces hyperparamètres? On a énormément de possibilités, donc qu'est-ce qui va nous guider pour choisir les bons hyperparamètres? Alors pour pouvoir nous guider, il va falloir évaluer le modèle, savoir si notre modèle est performant. Et donc la première idée, c'est pour évaluer le modèle, comment on va faire? On pourrait se dire, choisissons les hyperparamètres qui fonctionnent le mieux sur le jeu d'entraînement. Alors, ce n'est pas terrible comme idée parce que le modèle risque de ne pas pouvoir généraliser. Par exemple, ici, à l'écran, on a un modèle qui est parfaitement adapté sur le jeu de données d'entraînement. Par contre, on sent bien que cette courbe bleue n'est pas un bon modèle pour représenter notre nuage de points. Deuxième idée, on va prendre un jeu de test. Donc on va couper notre jeu de données en un jeu d'entraînement et un jeu de test. Et on va choisir les hyperparamètres qui fonctionnent le mieux sur un jeu de test. Alors, c'est pas terrible non plus. C'est pas encore la bonne méthode parce qu'on n'a aucune garantie que si on apporte des nouvelles données, l'algorithme fonctionnera encore correctement. Peut-être qu'il sera capable d'être très performant sur le jeu de test, mais qu'il ne sera pas capable de généraliser sur des données qui sont en dehors de ce jeu. De ce jeu sur lequel on a réglé les hyperparamètres. Troisième idée, on va entraîner le jeu sur un jeu d'entraînement et ensuite on va choisir les hyperparamètres qui fonctionnent le mieux sur un jeu de validation, puis une fois le modèle réglé, on va l'évaluer sur un jeu de test. Ça, c'est la bonne méthode. Donc ça, c'est la bonne pratique qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va mettre en œuvre un apprentissage en machine learning. On va séparer notre jeu de données en trois. On va prendre un jeu d'entraînement, un jeu de validation et un jeu de test. On va entraîner notre modèle sur le jeu d'entraînement, qu'on va appeler train. Ensuite, on va régler les hyperparamètres de manière à ce que l'algorithme soit le plus performant possible sur le jeu de validation. Et enfin, on va tester notre algorithme sur le jeu de test et c'est quelque chose qu'on fera à la fin du process. Et le jeu de test, on ne le touche qu'une seule fois. Évidemment, il ne faut pas reboucler une fois qu'on a évalué sur le jeu de test parce que si on le fait, c'est comme si le jeu de test devenait le jeu de validation. Et donc, on prend le risque d'hyperspécialiser notre modèle sur le jeu de test. Maintenant, je voudrais vous parler de la notion de sous-apprentissage et de surapprentissage. Donc ici, à gauche, vous voyez un modèle qui est en situation de sous-apprentissage. Le modèle est trop simple pour expliquer la variance. On sent bien que cette droite, ça ne colle pas tout à fait à ce jeu de données qui est plus évolué qu'une droite, quoi. On sent bien que la droite, ça ne va pas suffire pour expliquer la variance. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler du sous-apprentissage. En anglais, on va voir le terme underfit ou high bias. À droite, on a la situation opposée, donc c'est la situation de surapprentissage. On a un modèle qui colle beaucoup trop au bruit du jeu de données et en anglais on va appeler ça l'overfit ou high variance. Et au milieu on a le bon modèle, donc un jeu qui colle juste comme il faut, pas complètement, pas parfaitement, mais dont on sent qu'il est approprié par rapport à la situation qu'on veut modéliser. Alors, comment on va faire pour détecter les situations de sous-apprentissage et de surapprentissage? En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant notre entraînement, on va monitorer l'évolution de la fonction de coût en fonction du nombre d'époques. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entraînement va avancer,
on va voir les coûts baisser. Donc le coût en vert ici, c'est le coût du jeu d'entraînement. Le coût en rouge, c'est le coût du jeu de validation. Donc c'est ces deux courbes-là qui vont nous permettre de détecter les situations de sous-apprentissage et de surapprentissage. Quand on est en situation de sous-apprentissage, donc underfit, comme on le voit sur la gauche ici, les deux courbes, les courbes du jeu d'entraînement et du jeu de validation, vont rester sur un coût élevé. Elles peuvent s'approcher, en général elles vont s'approcher l'une de l'autre, mais le coût global va rester très élevé. C'est ce qu'on constate ici en fait. Donc on a des modèles qui généralisent très bien, dans le sens où le jeu d'entraînement et le jeu de validation ont quasiment le même coût, mais par contre qui représentent assez mal la variance qu'il y a à l'intérieur du jeu de données. À l'opposé ici, quand on est en situation d'overfit, on va avoir le coût du jeu d'entraînement qui va baisser, qui peut baisser fortement, et le coût du jeu de validation qui va se mettre à augmenter, en tout cas qui va rester très très loin du coût du jeu d'entraînement. Donc on le comprend assez bien, ça c'est un modèle en fait qui colle complètement au jeu d'entraînement, par contre qui généralise très mal sur d'autres données. Et enfin, le modèle correct, c'est un modèle dans lequel on va voir le coût du jeu d'entraînement et le coût du jeu de validation qui vont être proches l'un de l'autre, et tous les deux assez faibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle a un coût faible, et donc aussi bien sur l'entraînement et sur la validation, donc ce qui veut dire qu'il colle bien au jeu de données. Et le fait que le jeu d'entraînement et le jeu de validation aient un coût qui soit comparable, ça veut dire que le modèle généralise assez bien. On l'entraîne sur un jeu et il arrive bien à généraliser sur un autre jeu. Bon, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment on va faire pour combattre l'underfit et l'overfit. Donc si on est en situation de sous-apprentissage, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire pour combattre l'underfitting, c'est de complexifier le modèle. Par exemple, pour prédire le prix des maisons, peut-être qu'un modèle linéaire, ce n'est pas suffisant, il faut peut-être un modèle quadratique. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est ajouter des prédicteurs. Par exemple, peut-être qu'il y a d'autres paramètres que la taille qui influent sur le prix des maisons. Par exemple, le nombre de chambres, la distance au centre-ville, le taux de criminalité dans le quartier, etc. Pour combattre l'overfitting, on a un certain nombre d'actions également qu'on peut mener. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter des données d'entraînement. Par exemple, si je prends un cas extrême, si vous avez un jeu d'entraînement avec deux maisons, donc si vous avez deux exemples de maisons, ça ne permet pas de créer un modèle qui généralise bien. C'est peut-être deux cas particuliers, probablement d'ailleurs. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de simplifier le modèle ou de retirer des prédicteurs. Donc l'objectif, c'est d'éviter que le modèle parvienne à apprendre par cœur le jeu d'entraînement. Voilà, si vous avez trop de prédicteurs, finalement le modèle pourra peut-être se dire la maison qui a les volets bleus, elle vaut 270 000 euros, donc je retiens ça, volet bleu égale 270 000 euros, parce que c'est peut-être la seule maison qui a des volets bleus. Donc s'il y a trop de prédicteurs, vous prenez le risque que votre modèle surapprenne. La troisième possibilité, c'est d'entraîner le modèle moins longtemps. Alors justement, le terme français pour l'overfitting, en français, l'overfitting, ça se dit surapprentissage. Donc pour éviter de surapprendre, il suffit de moins apprendre. Alors évidemment, le dites pas trop à vos enfants, ils risqueraient de passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo au lieu d'apprendre leurs leçons. Ensuite, on a une solution qui consiste à limiter la capacité d'apprentissage du modèle. Donc ça, on va en parler, hein. Il existe plusieurs méthodes, dont la régularisation et le drop-out quand on parle de réseau de neurones. Donc c'est des méthodes en fait qui vont permettre au modèle d'éviter de surapprendre. Enfin, la dernière solution, c'est d'utiliser des ensembles. Donc là, le principe, c'est que vous allez prendre plusieurs modèles, vous allez en entraîner plusieurs et vous allez combiner leurs prédictions. Et ça permet également de combattre l'overfitting.